Je vais tout d'abord me présenter. Alors, je suis enchantée d'être parmi vous ce midi. Donc, je m'appelle Alexandra Douto et je vais vous présenter mon mémoire. Donc, vous avez eu le titre, donc analyse de la survenance d'un arrêté CatNat de type submersion marine face au changement climatique à partir de l'open data et du machine learning. Donc, il faut savoir que je suis membre associé depuis peu de temps, depuis quelques mois, et j'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire que j'ai effectué dans le cadre de mon stage de fin d'études au sein du cabinet de conseil Deloitte, auquel je suis maintenant consultante junior depuis justement la fin de mes études. Donc, c'est une présentation rapide. Je vais donc vous présenter mes travaux. Pour ce faire, j'ai prévu le déroulement suivant. On va commencer par parler du contexte de l'étude. Je vais vous présenter aussi les travaux que j'ai faits sur la partie aléa. Nous allons voir aussi les principaux résultats dégagés de l'étude de mon mémoire, tout comme les principaux enseignements. Et en dernière partie, je vous propose donc quelques pistes exploratoires et des éléments permettant de pousser plus loin la réflexion. Première partie, donc je vous le disais, le contexte de l'étude. Pour ce faire, j'ai décidé de vous présenter le contexte en 3 questions. Donc, les 3 questions sont les suivantes. Donc, quoi? Afin de savoir justement qu'est-ce que j'ai voulu aborder dans mon mémoire. Seconde question, pourquoi? Afin justement de déterminer quelle est l'utilité de ce mémoire, donc dans quel contexte il s'inscrit, mais aussi comment. Donc, comme j'ai l'opportunité d'avoir une session plus longue que lors de ma soutenance, je vais vraiment pouvoir vous présenter la méthodologie et je serai bien sûr prête à répondre à toutes les questions. Je tiens d'ailleurs à vous préciser que si vous avez des questions, donc merci de les adresser dans le chat et j'y répondrai avec plaisir, donc plutôt à la fin. Je ne vais pas répondre au fur et à mesure, mais pour assurer la continuité, je répondrai à toutes questions à la fin. Donc, première partie, qu'est-ce que mon étude? Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est, comme vous pouvez le voir, modéliser donc la fréquence d'un type particulier d'arrêté CatNat, le type submersion marine, en ayant comme horizon 2050. On le verra plus loin dans le pourquoi, mais j'aurais très bien pu choisir un autre horizon, pourquoi pas 2100. Et comme maillage, donc le maillage qui a été choisi ici est le maillage journalier. Et pour le maillage géographique, on a étudié le canton. Donc ça, c'est vraiment pour avoir le cadre et le maillage. Je tiens à préciser que ici, on va vraiment s'intéresser à l'aléa, donc à la partie vraiment statistique, et je ne pourrai pas traiter de la sévérité. Donc comme vous le savez sûrement, il y a plusieurs modules. Donc quand on prend en compte un événement CatNat, l'exposition, l'aléa, la vulnérabilité par exemple, et donc moi, je suis vraiment sur le module aléa. Donc, première chose, qu'est-ce que, bien sûr, une submersion marine? Je pense que c'est la première question que l'on peut se poser. Donc, je tiens à vous rappeler qu'une submersion marine est un type d'inondation. Donc, il y en a plusieurs. C'est une inondation de la zone côtière par la mer, donc en raison de conditions qui sont particulièrement défavorables. On retient par exemple un fort coefficient de marée ou bien sûr le passage d'une dépression. Donc, il faut bien se rappeler ici que nous sommes dans un type d'inondation particulier, comme je vous disais, qui provient des côtes. Dans le cadre de ce mémoire, je vais vous parler d'une partie de la France particulière, donc la zone atlantique. Sinon, il aurait bien sûr été possible de pouvoir traiter d'autres parties, par exemple la Méditerranée, mais dans ce cas précis, j'ai traité l'Atlantique parce que justement, les facteurs ne sont pas les mêmes. Donc, les coefficients de marée associés sont très différents si on se situe côté Atlantique ou si on se situe plutôt côté Méditerranée. Donc, ça, c'est pour préciser aussi le cadrage de mon étude. J'ai décidé donc de vous rappeler quelques événements de type submersion marine qui ont eu lieu. Comme vous pouvez le voir, donc avec ce tableau, ils sont principalement liés justement au passage d'une dépression ou plus communément appelée aussi de tempête. Donc, les plus mémorables, 1953, où il y a eu vraiment la tempête mer du Nord avec des submersions
sur Dunkerque et Calais. Les dégâts ont été nombreux, donc particulièrement sur les digues, ici entre Sangatte et la frontière belge, mais il n'y a eu aucune victime. J'en profite également aussi pour vous dire que comme il va y avoir le congrès des actuaires, comme vous le savez, le 22, si vous êtes intéressé justement par les digues et les mesures d'atténuation qui peuvent avoir lieu, je vous conseille aussi de regarder un atelier qui sera fait sur justement les mesures d'atténuation entre des personnes, donc bien sûr de Deloitte, mais aussi de Covea et Partneret. Donc ça, c'est aussi une extension après pour si vous êtes intéressé donc par le sujet. En 1999, après, bon, bien sûr, les tempêtes Lothar et Martin, donc les plus connues. Là encore, les dégâts sont nombreux, mais on peut aussi les chiffrer financièrement. Donc, j'ai pris les chiffres justement de CCR, où on a vu qu'il y a eu entre 8 et 13 milliards d'euros de dégâts et de nombreuses victimes, donc 92. Les chiffres, encore une fois, je ne vous ai peut-être pas précisé, mais bien sûr, comme je traite de la France, les chiffres qui ont été pris là sont ceux de la France. Sinon, bien sûr, il est possible d'avoir sur des territoires qui sont limitrophes, mais là, on est vraiment sur la France. Et la dernière en date, donc 2010, la tempête Xynthia, qui était à l'origine d'une submersion marine et qui a touché vraiment beaucoup de départements français, 11, en particulier, donc, comme je vous le rappelle, la Vendée, la Charente-Maritime, et qui a généré plus de 2,5 milliards d'euros de dégâts, encore une fois, selon l'étude CCR. Et pour les victimes, donc, il y a eu 53 morts. Donc, vous pouvez le voir, en fait, que la submersion marine est certes pas, donc comme tout événement extrême, mais quand elle arrive, elle génère vraiment de nombreux dégâts, qu'elles soient matériels ou humains. Donc, ça permet aussi de faire la transition sur pourquoi il est important d'étudier la submersion marine. Donc, bien sûr, comme vous le savez tous, il y a vraiment elle s'inscrit dans le cadre du changement climatique, où les événements extrêmes ou catnat, tout simplement, vont se révéler de plus en plus fréquents. Et ça, les autorités de régulation et de supervision, elles en ont conscience. Et elles savent qu'il est nécessaire d'aligner leur stratégie aux défis climatiques. J'en profite aussi également pour vous rappeler que va bientôt y avoir le nouvel exercice pilote climatique. Et ça montre aussi toute son importance de pouvoir cerner les événements extrêmes et de pouvoir essayer de les quantifier parce que bien sûr c'est difficile. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une première alternative. Enfin, c'est un premier modèle. On verra aussi comment l'améliorer plus tard, mais c'est important pour tout actuaire de se lancer dans ces questions, même si les données sont difficiles à avoir, même s'il y a beaucoup de difficultés, il est important qu'on puisse tous agir en ce sens. Et je vais suivre aussi avec le plus grand intérêt donc, le nouvel exercice pilote climatique et ce qui sera mis en avant, puisque pour l'instant, on n'a pas eu la communication. Et donc, je voulais vous dire aussi que dans ce cadre-là, mon étude, elle se place vraiment dans les contraintes qui sont réglementaires, la définition des bonnes pratiques par le secteur, parce que justement, va y avoir une accélération de la transformation de la prise en compte du risque climatique par toutes les sociétés d'assurance, bien sûr, et que la submersion marine, comme je vous l'ai montré, justement, c'est un des phénomènes les plus dangereux, même s'il est moins fréquent, et avec le changement climatique, il va devenir de plus en plus fréquent. Ça me permet aussi de vous dire qu'il faut savoir que les conditions climatiques futures, elles sont déterminées dans une large mesure par les émissions actuelles et futures, bien sûr, de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que je vais vous faire un bref rappel pour que tout le monde soit au clair sur ces éléments. Donc moi, je voulais vous parler des RCP, donc Representative Concentration Pathway, qui ont été mises en place par le GIEC. Ici, vous pouvez voir donc ces RCP qui sont aussi plus communément des trajectoires. Donc, ces trajectoires, comme vous pouvez le voir, ici, elles sont au nombre de 4, allant des scénarios donc, les plus optimistes aux plus pessimistes. Donc, vous pouvez voir ici donc, le scénario RCP 2.6, qui est le plus optimiste et aussi le seul en lien avec les accords de Paris, donc qui respecte ces accords. Deux scénarios intermédiaires, 4.5 et 6,
où là, vous pouvez voir que les pics d'émissions arrivent à des moments différents. Donc, pour le 4.5, environ 2030, enfin 2040, et pour le 6, 2060. Mais là, vous voyez bien que c'est des scénarios avec stabilisation. Et bien sûr, le scénario le plus pessimiste, le 8.5, qui justement montre que les émissions de gaz à effet de serre vont continuer d'augmenter au même rythme. Je vous présente ces scénarios aussi parce que, comme je vous le disais, dans le cadre d'exercices ORSA, par exemple, ou sinon d'exercices pilotes climatiques, mais aussi dans mon étude, il est important en fait de pouvoir se comparer. Et au minimum, donc, il faut avoir 2 scénarios, ce qui est important. Donc moi, dans mon étude, j'ai choisi de prendre un scénario intermédiaire, donc le scénario RCP 4.5, qui est aussi le plus communément utilisé dans la littérature, et le scénario donc le plus pessimiste, le 8.5. Donc, c'est ces 2 scénarios qu'on va voir dans mon étude. Et je tenais aussi je vous ai aussi rappelé quelques petits faits que, bien sûr, comme j'ai étudié le littoral, il ne faut pas oublier qu'il y a un fort alliotropisme. Il y a plus de 6 millions de résidents et que, évidemment, avec le changement climatique, les côtes françaises, elles seront fortement impactées. Maintenant, je vais présenter donc le contexte, la 3e question donc de ce contexte. Comment? Donc, ce que j'ai fait, donc là, je vous ai mis création d'un MVP, donc pour mettre en valeur aussi que c'est un premier essai. Donc, je vais vous présenter une première approche pour pouvoir justement analyser et tenir compte de la submersion marine à partir donc d'un modèle prédictif basé sur des variables explicatives qui prennent en compte le changement climatique. J'en profite également juste pour vous rappeler que, comme je vous ai dit, la maille, on est sur une maille journalière et géographique cantonale, compte tenu justement des données que j'ai choisi d'utiliser. Sinon, bien sûr, la France, elle est décomposée à plusieurs niveaux. Donc, il aurait été possible avec d'autres données. Donc, si vous disposez d'autres données qui sont beaucoup plus fines, par exemple les communes, il peut être intéressant donc de traiter de cet aspect. Et que bien sûr, moi, je vais traiter vraiment de données open source. Donc là, vous êtes dans un exercice que si ça vous intéresse, vous pouvez reproduire. Donc, l'idée, c'était vraiment, comme aussi le souligne l'EIOPA ou même la CPR, de disposer de données open source. C'est intéressant justement pour pouvoir partager. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc là, j'ai juste rappelé quelques éléments importants de la question comment, donc de ce que je vais vous présenter, en vous disant donc il y a une extraction des données pour étudier l'aléa, selon la maille adaptée que je vous ai déjà rappelé. Il faut bien sûr identifier les bonnes variables. Donc ça, c'est ce que nous allons voir justement dans la partie qui suit. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir donc une visualisation. Et c'est ce que nous verrons quand je vais vous présenter donc les résultats, où vous aurez vraiment une estimation de la fréquence des arrêtés CatNat de type submersion marine à horizon 2050. Donc, comme vous avez pu le voir avec la carte avec le graphique des RCP, on aurait pu aller plus loin. Bon, à 2100, pourquoi pas, mais ici, ça sera 2050. Selon donc les scénarios RCP que je vous ai présentés, 4.5 et 8.5. Donc, j'espère que j'ai été claire. Là, c'est vraiment pour vous présenter le contexte général. Maintenant, je vais vous présenter donc la modélisation que j'ai faite, ou plutôt l'analyse que j'ai faite donc de l'aléa submersion marine. Donc, première chose à faire, calibrer le modèle. Donc là, il a fallu vraiment construire une base de données qui contient bien sûr la variable à expliquer. Donc nous, ce qu'on cherche à expliquer, c'est les arrêtés CatNat liés aux submersions marines, selon à nouveau, donc j'insiste, selon les maillages temporels, journaliers et géographiques. Donc pour ce faire, j'ai pu aller sur le site internet de CCR qui présente justement les demandes d'arrêtés CatNat et qui recense en fait l'intégralité des demandes et les reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle auprès du ministère de l'Intérieur pour tout type de péril. Donc, si vous êtes intéressé par un autre type de péril que la submersion marine, bien sûr, il est possible de le faire. À noter que moi, mes données, elles vont de 1990 à 2020. Vous allez voir, c'est important en fait de rappeler cette période quand vous allez avoir vraiment l'ensemble de mon analyse sur le sujet.
Donc ici, pour résumer, la variable à expliquer, donc c'est l'arrêté CatNat, qui est multimodal, donc ça peut prendre plusieurs modalités. Je vais considérer le fait qu'il n'y ait pas eu donc d'arrêté CatNat de type submersion marine. Donc ici, nous avons la modalité 0. Et après, j'ai choisi d'affecter deux autres types de modalités, la modalité 1 et la modalité 2. La modalité 1, ça sera qu'il y a eu une demande qui a été faite, mais au final, elle n'a pas été reconnue. Et la modalité 2, c'est qu'une demande a été faite, et cette fois-ci, elle a été reconnue. Après, donc, grâce à ça, nous pouvons avoir donc, une base historique, avec bien sûr les disponibilités en jour et en fonction des stations qui sont étudiées, donc par rapport à ce que nous avons disponible en open source. Après, bien sûr, il faut avoir les variables explicatives. Donc ici, les variables explicatives, elles viennent de deux bases de données open source. La première, donc la base Copernicus, qui m'a permis en fait d'avoir des variables telles que le vent et la pression atmosphérique. Et la seconde base de données, donc la base Extreme Sea Level, qui vient ici d'un papier de recherche et qui me permet d'avoir les variables telles que la marée, la houle, les vagues et la surcote. Je pense que ça fait beaucoup d'éléments pour ceux qui ne peuvent pas être habitués au sujet et qu'il est toujours intéressant en fait d'avoir une vision plus graphique. Donc, je vous présente ces variables sous forme de graphique. Donc, sur la partie de gauche, vous pouvez voir en fait l'élément submersion marine représenté. Ce graphique vient, donc je vous ai mis la source de REFMA. Et ici, vous pouvez voir en fait l'interaction qu'il y a entre les différentes variables que je vous ai présentées. Donc, vous pouvez voir donc sur la partie verte, donc la première, que ici, nous avons la marée et que plus le coefficient de marée est fort, bien sûr, plus le niveau de la mer à marée haute est élevé. Vous avez une partie surcote météorologique, une partie houle, et en fait, c'est vraiment, vous voyez, les deux parties, celles qui sont, on va dire, le deuxième bleu ici et le bleu le plus foncé, c'est pour permettre de prendre en compte s'il y a un impact du vent ou pas. Donc, avec la partie houle, vous n'avez pas l'impact du vent, et sur la partie bleu foncé, là, vous voyez qu'il y a l'effet vague, mais qui est levé par le vent. Et bien sûr, on représente en noir, là, vous voyez, il y avait la lettre D, la pression atmosphérique. Donc, tout cela est aussi représenté donc, de manière plus graphique à droite, où là, vous pouvez voir qu'il y a donc des conditions météorologiques qui rentrent en compte dans un événement de type submersion marine, mais aussi des conditions hydrodynamiques. Donc, c'est toutes ces bases, c'est tous ces éléments qui sont regroupés dans les bases. Je vais peut-être juste vous rappeler brièvement la base Copernicus pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle vient en fait, c'est des résultats qui sont à l'initiative d'Eurocordex et c'est un programme en fait qui regroupe le travail de diverses institutions européennes justement pour construire une série de modèles climatiques et qui sont adaptés aux zones géographiques. Donc moi, comme je traitais de la France, on peut avoir justement des données, les données qu'on récupère, donc c'est des données pour l'Europe. Et après, donc, dedans, je peux avoir la zone française à partir des données européennes. Et nous avons, la précision, elle n'est pas maximale, donc, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Et elle est de 12 km sur 12 km. Et après, donc, je vais juste vous parler de la base Extreme Sea Level rapidement. C'est pour vous dire en fait qu'elle contient, donc, comme je vous disais, les conditions hydrodynamiques. Et c'est des projections qui sont basées donc, sur différents travaux de la NOAA, donc National Oceanic and Atmospheric Administration. Et ces bases, elles ont aussi été choisies parce que non seulement elles me permettent en fait d'avoir des mesures qui ont été faites, donc vraiment du réalisé, mais ou de l'historique, comme vous pouvez voir dans le petit tableau, mais surtout elles me permettent en fait d'avoir l'impact du changement climatique. Et c'est ça qui m'intéressait dans l'étude, c'était de pouvoir en fait justement prendre en compte ce phénomène. Et c'est possible d'avoir l'impact du changement climatique avec les RCP
que je vous ai montré, grâce à la base Copernicus, mais aussi dans la base Extreme Sea Level. Ça, c'est très important pour prendre en compte donc, toutes les données et pouvoir les agréger. Donc là, je vous ai juste rappelé les périodes que j'ai utilisées. Donc, j'ai utilisé une période historique allant jusqu'à fin 2005, donc juste avant le 1er janvier 2006, parce que c'est celles qui sont utilisées. Et pour les données historiques sur la base Copernicus, malheureusement, on n'a pas de données plus actuelles. On ne peut pas aller plus loin, sinon, bien sûr, j'aurais pu aller au même niveau que l'information que j'ai avec ma variable à expliquer de CCR qui va jusqu'à 2020. Mais là, c'était pas possible. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est surtout que j'ai ces projections qui vont donc de 2006 à 2050, donc comme je le souhaitais, sur les scénarios. À partir de ça, je peux avoir donc la concaténation des variables climatiques sur la période, donc bien sûr historique, que je vous rappelais, 90 à 2005. Et c'est à partir en fait de ces deux éléments, j'ai bien sûr ma variable à expliquer, mes variables explicatives, que je vais pouvoir construire mon modèle de classification. Donc, je ne vais pas vous faire de rappel cette fois-ci sur la classification, je pense que vous êtes plutôt familier avec. Que c'est vraiment donc une approche, comme je le mettais, par algorithme supervisé. J'ai aussi mis en gras que les données sont déséquilibrées. C'est très important à prendre en compte dans justement le modèle de machine learning, parce qu'il faut savoir que, comme je vous le disais, on est sur un événement qui arrive très peu. Donc, c'est pour ça qu'en général, la base est très déséquilibrée, parce qu'on va se retrouver avec une base où il y a vraiment, en général, donc pour plus de 90%, pas une submersion marine. Et c'est après, en fait, c'est la dernière partie qui nous intéresse et où on sait qu'il y a eu des submersions marines. Et après, donc, il faut bien sûr traiter de ce caractère déséquilibré. Donc, moi, j'ai pu donc rééquilibrer ma base. Il y a bien sûr de nombreuses techniques pour le faire. Et après, donc, ça me permet, à la suite des modèles de machine learning, d'avoir ce qui m'intéresse, donc la fréquence des arrêtés CatNat de type submersion marine, donc sur le littoral atlantique français. Pour les modèles de machine learning, je vais vous les présenter après dans la partie validation, mais c'était là pour que vous ayez une vue d'ensemble quand même du calibrage du modèle. Et maintenant, j'aimerais vous parler bien sûr de la projection du modèle. Donc, je l'ai insisté déjà dessus quand je vous parlais des variables explicatives. Donc, c'est en fait ces projections climatiques, selon donc, les scénarios que j'ai utilisés 4.5 et 8.5, qui vont de 2006 à 2050, qui sont intégrés dans mon modèle de classification. Et après, en fait, justement, pour avoir le résultat final, qui est la répartition et la fréquence des submersions en fonction donc, de ces scénarios climatiques. On verra les résultats dans la partie qui porte le même nom. Après, bien sûr, comme tout modèle, il faut pouvoir le valider. Donc, la validation du modèle, elle s'opère bien sûr déjà par la comparaison des résultats. Il faut savoir donc, que j'ai choisi d'utiliser 3 modèles de machine learning pour classifier justement les demandes d'arrêté CatNat, car comme tout modèle de classification, moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir prendre un élément et de pouvoir déterminer si il appartient à la modalité 0, 1 ou 2, donc pas d'arrêté CatNat de type submersion marine. Il y en a eu une, mais il n'a pas été reconnu. Au contraire, le dernier élément est celui vraiment qui m'intéresse, de se dire que oui, il y a une demande d'arrêté et qu'il a été reconnu. Donc là, vous voyez afficher les 3 modèles. Je vais vous en parler un peu plus en détail justement à travers cette slide. Donc ici, vous pouvez voir les 3 modèles qui ont été utilisés. Donc nous avons le premier, le SVM ou Support Vector Machine. Et ici, l'intérêt de ce modèle, donc je vous ai juste rappelé brièvement en quoi il consistait, c'était d'avoir vraiment l'hyperplan pour séparer les classes, donc séparer mes 3 modalités en ayant justement la plus grande marge possible pour justement déterminer que mes 3 modalités sont bien distinctes. Et cela utilise bien sûr une fonction de noyau pour projeter donc, les données dans un espace de plus grande dimension. Donc là, c'est vraiment la définition. Et vous avez les résultats associés à ce modèle dans le tableau en dessous. Donc pour chaque modèle, vous avez les résultats sur la base d'apprentissage et la base de test. Vous pouvez voir que sur le modèle SVM, j'ai rajouté une colonne apprentissage ajusté parce que justement, on peut vraiment beaucoup jouer sur les paramètres.
Et il y en avait deux qui étaient... C'est pour ça que je vous ai montré cette colonne. C'est vraiment pour vous dire qu'il est important aussi d'ajuster les modèles. Et vous avez deux tests qui sont présentés. Donc, j'ai choisi l'accuracy, mais aussi le F1 score qui est vraiment particulièrement adapté à une base qui est déséquilibrée comme la mienne. Vous pouvez voir que les résultats, ils doivent être modérés parce qu'on trouve qu'ils ne sont pas particulièrement importants. On le voit surtout sur la base de test. Autant sur la base d'apprentissage, on est aux alentours de 59% sur la partie ajustée. Bon, on s'approche des 60% de bonnes prédictions. Mais quand on passe à la base de test, là, on voit que le modèle est très peu performant, seulement une vingtaine de pourcents. Et cela est dû, en fait, cela peut être dû en particulier au fait que quand on utilise un modèle de machine learning sur une inondation de type submersion marine, avec un maillage fin quand même, en prenant en compte le canton et le jour, on a des bases qui sont très volumineuses. Et les modèles de SVM ne sont pas particulièrement les plus performants quand on a une telle ampleur de données. Donc ça peut être une explication. Et après, deux modèles particulièrement intéressants et qui se complètent bien sûr, le Random Forest et le Gradient Boosting. Donc Random Forest, comme vous le savez, il utilise donc plusieurs arbres de décision pour prédire ma variable cible. Et le Gradient Boosting, c'est une amélioration du Random Forest parce qu'il y a le côté itératif. Le Random Forest, on n'a pas en fait à chaque étape une correction des erreurs, ce qu'on retrouve dans le gradient boosting. Donc, en toute logique, et c'est ce qu'on voit aussi à travers les résultats, le gradient boosting, ce doit être une amélioration du modèle de Random Forest, justement pour son côté itératif et correctif. Et là, on voit que les deux modèles ont des bons résultats. Pour l'apprentissage, on est aux alentours de 80%, que ça soit sur le Random Forest ou le Gradient Boosting. Et sur la base de test, on est à plus de 70%. Et vous voyez bien sûr que grâce au Gradient Boosting, on a une petite amélioration. Donc, à partir de ces statistiques, tout laisse à penser que le modèle à choisir est le Gradient Boosting. On va quand même opérer une validation aussi graphique. Car justement, j'avais insisté au début en vous disant que pour ma variable à expliquer, je disposais en fait des données CCR allant de 1990 jusqu'à 2020. Or, j'ai utilisé les données sur la période historique de 1990 jusqu'à 2005 inclus. Donc, ça veut dire que pour la période 2006-2020, je dispose en fait des données qui n'ont pas été utilisées dans l'apprentissage et qui sont vraiment, qui n'ont jamais été utilisées. Donc, en fait, c'est ces données que je vais mettre en comparaison avec justement la sortie du modèle que j'ai effectué. Donc, ça nous permet de faire, j'ai appelé ça validation du meilleur modèle sur la base de validation historique. Donc là, en fait, on va pouvoir voir sur la partie donc, de gauche, vous avez la réalité constatée, donc sur la période de validation, donc je vous disais, les données CCR, donc ça, c'est vraiment la réalité. Et sur la partie de droite, vous avez les prédictions du meilleur modèle, donc le modèle de gradient boosting, sur la période de validation. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle représente plutôt bien les zones affectées, même si, bien sûr, on se rend compte que sur certaines zones, on peut penser au Pays de la Loire, là qu'on voit justement, il y a des cantons qui ne sont pas affectés. Donc, il y a quand même une sous-estimation et que, bien sûr, il a eu plus de mal à prendre en compte le côté extrême, de la sinistralité extrême qu'il peut y avoir dans certains cantons, donc comme celui que vous pouvez voir en jaune. Mais de manière générale, on se rend compte que le modèle présente plutôt une bonne représentation de la réalité et c'est assez réconfortant avec les résultats statistiques que je vous ai présentés précédemment. Et maintenant aussi, quelque chose qui est très intéressant quand on fait un modèle, c'est de vérifier, parce que souvent on dit que les modèles de machine learning sont associés en fait à du black box, donc qui sont difficiles en fait à interpréter, à prendre en compte. Donc, j'ai trouvé intéressant de vous présenter l'interprétation qu'on peut faire justement du meilleur modèle.
Donc, ça va être le graphique suivant. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est l'importance des variables explicatives dans le meilleur modèle. Donc, vérifier que ça a du sens, parce que il ne faut bien sûr pas seulement utiliser un modèle de machine learning et de se dire le modèle a l'air performant, donc je vais l'utiliser. Alors là, on regarde quelles sont les variables qui ont le plus d'importance dans ce modèle de gradient boosté. Alors ici, sans surprise, on voit que les conditions météorologiques sont les plus importantes. À 25%, nous avons la pression atmosphérique. Après, à plus, on va dire 13% environ, on a le vent. Et après, bien sûr, nous avons les différentes conditions hydrodynamiques donc, qui sont liées à la montée des eaux qui sont prises en compte et qui sont importantes dans notre modèle. Donc, on voit bien que les variables issues, bien sûr, de la recherche, donc issues de papiers académiques, sont intéressantes et sont bien celles qui, en réalité, quand on teste nos modèles, sont à prendre en compte et sont, comme je vous le rappelle, pertinentes à l'étude. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus en appliquant cette fois-ci le modèle avec les RCP. Donc là, cette fois-ci, on a les prédictions à 2050. Donc, à nouveau, vous avez en première carte la réalité connue à 2020. En deuxième carte, les prédictions à 2050, donc selon le scénario RCP 4.5. Et en dernière carte, donc les prédictions à 2050, mais selon le scénario le plus extrême, le plus pessimiste, le scénario RCP 8.5. Première chose que l'on observe, bien sûr, c'est qu'on voit que le modèle touche beaucoup plus l'intérieur des terres. Alors ça, en fait, c'est un choix qui avait été fait en début de modélisation, de se dire qu'on ne va pas contraindre le modèle avec une zone spécifique. Donc, on n'a pas pris, par exemple, que des cantons qui ont déjà été affectés par des submersions marines, mais en fait, ce qu'on a pris, c'est justement on a pris les départements du littoral, donc atlantique, et on a pris donc tous les cantons qui sont inhérents à ces départements. Mais comme je vous disais, donc là, c'est un premier modèle. Je suis en fait actuellement en train de travailler dessus pour corriger la zone de propagation, parce que comme vous pouvez le voir, il y a aussi l'échelle. Quand les couleurs sont foncées, ça veut dire que le nombre d'arrêtés 4 mètres de type submersion marine est faible. Mais en toute cohérence, même si les cantons affectés restent faibles, il y en a certains qu'on ne devrait pas retrouver. Donc, je parle bien sûr de tous les cantons qu'on voit affectés vraiment dans les terres du Pays de la Loire ou encore dans les Hauts-de-France. Donc là, ce que je vais faire pour pouvoir corriger le modèle, mais aussi je vais vous les présenter dans les pistes d'amélioration, mais je préfère quand même vous en parler maintenant, parce que c'est quand même la première chose qu'on remarque, c'est de pouvoir prendre en compte la topographie, pour justement éliminer tous les cantons qui sont beaucoup trop dans les terres. Donc, pour ce faire, il y a des bases de données aussi à nouveau open source. Donc, pour ma part, je vais utiliser l'IGN, comme beaucoup pour quand il s'agit de topographie, justement pour prendre en compte le niveau, donc la terre et le niveau de la mer. Par exemple, si on a une élévation, on va dire, de 5 mètres, est-ce que sur cette zone, je serai touchée ou non? Parce que bien sûr, si on se situe, si on a une maison qui est dans une pente très élevée ou par exemple certaines maisons en Bretagne, on sait que elles seront jamais touchées même si l'élévation du niveau de la mer est important. Donc il faut bien sûr prendre en considération la topographie pour affiner les résultats. Mais ici, en fait, dans le cadre de mon mémoire, ce qui m'intéressait, c'était vraiment en fait de pouvoir comparer les scénarios RCP 4.5 et 8.5. Donc, plus que connaître exactement la fréquence de l'événement à un instant, donc 2050, c'était pouvoir se dire comment ça évolue si on est sur un scénario 4.5, donc qui est plutôt intermédiaire, où on sait qu'il y a une stagnation, ou plutôt si on a un scénario RCP 8.5, et là, justement, c'est pessimiste. Et ça, on peut le faire même s'il y a une étendue qui est beaucoup trop dans les terres. Ça, c'est possible de le faire en opérant vraiment une comparaison des scénarios plus qu'une quantification. Et on voit aussi que, bien sûr, c'est important qu'il y ait une cohérence entre les scénarios. Et c'est aussi ce qu'on voit ici.
le scénario RCP 8.5 est bien une dégradation du scénario RCP 4.5. Il y a plus d'événements qui se produisent donc sur ce scénario. Alors, après, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi que le modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu le prendre en compte de manière dynamique. Donc là, bien sûr, vous n'avez que des captures d'écran, mais dans le programme que j'ai fait, après, dans la data visualisation que vous voyez, je peux choisir n'importe quelle zone. Donc, bien sûr, quand j'éliminerai les cantons qui sont trop dans les terres, après, on peut avoir un niveau de finesse qui est amélioré si on a d'autres données. Donc ici, je vous ai présenté la région des Pays de la Loire, où on voit que cette région est très impactée, mais bien sûr, j'aurais pu vous présenter n'importe quelle autre région qui est sur le littoral atlantique. Et ici, on voit que et je vous ai aussi présenté cette région parce que vous pouvez voir qu'elle a une particularité. Ici, on se rend compte que le RCP 4.5, il est plus important que le scénario RCP 8.5. Et c'est la seule région où justement ça se produit. Et justement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous montrer, c'était pour vous dire que c'est important aussi de regarder les régions plus en détail parce que vous avez souvent une vision d'ensemble. Donc moi, dans ma vision d'ensemble, bien sûr, j'ai la logique entre les scénarios 4.5 et 8.5, mais quand on peut regarder en fait certaines régions, on peut se rendre compte que des fois, il peut y avoir des spécificités. Et que, à nouveau, je voulais rappeler donc, le phénomène qui touche les terres, mais qui reste bien sûr localisé sur la première ligne du littoral. Maintenant, je veux aussi vous montrer le côté cumulatif. C'est aussi, comme je vous disais, qu'il y a certaines régions qui sont plus impactées que d'autres en fonction des scénarios et aussi comprendre, en fait. Comprendre pourquoi, dans la carte que je vous ai présentée précédemment, je voyais que le scénario 4.5 était plus important que le 8.5. Donc là aussi, ça permet d'avoir une meilleure vision en vous présentant ces résultats de manière cumulative. Donc là, vous avez sur la partie de gauche l'évolution du nombre de jours d'arrêté de submersion au cours du temps pour le scénario 4.5 et sur la période de droite, donc le scénario 8.5. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un pic. On a un pic qui arrive vers 2030 sur le scénario 4.5 et ça a du sens. Et c'est aussi pour ça que ça a affecté autant la région, les Pays de la Loire, parce que il faut savoir, en fait, quand je vous ai montré les courbes, donc les courbes de RCP 4.5 et 8.5, sur l'horizon de temps que j'ai choisi, les courbes ne sont pas très dissociées. On voit que les impacts sont d'autant plus importants, en fait, plus on se rapproche de 2100, plus les impacts sont importants. Donc, en fait, il faut savoir que sur le scénario 4.5, là, ce qu'on voit, c'est vraiment le temps de mettre en place des mesures d'adaptation et que ça diminue. Donc, au départ, il y a bien sûr une augmentation rapide et après, une stabilisation qui arrive par la suite. Et c'est ce qui se ressent et c'est ce qui se montre aussi à travers le pic que l'on voit à 2030, alors qu'on se rend compte que sur le scénario 8.5, on a une augmentation continuelle des arrêtés CatNet de type submersion marine catégorie 2, donc qui sont au final reconnus. Où là, on voit justement qu'il n'y a pas de stabilisation. Donc, j'ai précisé là un exercice qui se veut être une étude comparative entre les scénarios. Alors, là, je vous ai aussi représenté le même graphique, mais cette fois-ci non cumulé, parce que je sais que j'ai déjà eu comme question le fait de se dire est-ce que les effets ne peuvent pas être masqués entre les régions, de se dire qu'au final, ils n'ont pas tous la même tendance. Et là, en fait, vous pouvez voir que en mettant justement la présentation des résultats de manière non cumulative, que chaque région voit apparaître cette tendance que je vous ai présentée de manière cumulative, où on voit bien qu'il y a un pic donc en 2030, comme le veut le RCP 4.5, et après, donc sur la partie RCP 8.5, là, bien sûr, une augmentation continuelle. Maintenant, j'aimerais vous présenter les principaux enseignements de cette étude.
Alors, tout d'abord, rappeler donc, le travail qui a été réalisé. Il y a eu un important travail pour créer la base de données. Car comme je vous le disais, toutes les données sont issues, sont libres d'accès, donc sont open data. Donc, comme toute donnée libre d'accès, il y a un important travail de nettoyage à faire, de vérifier aussi que toutes les données soient justes, qu'elles aient du sens. Je peux vous donner un exemple très simple, c'est quand vous regardez la base de données CCR avec les arrêtés CatNat, bien vérifier que toutes les arrêtés CatNat de type submersion marine se trouvent bien sur le littoral, parce que bien sûr, il peut y avoir des anomalies dans les données. J'en ai trouvé par exemple certains qui étaient au centre de la France. Donc, bien sûr, on sait bien qu'il n'y a pas eu d'événement type submersion marine au centre de la France. Donc, c'est possible, en fait, d'avoir des erreurs sur les bases de données. Donc, bien vérifier, une fois que la base de données est construite, bien sûr, vérifier chaque base de données, qu'elle ait du sens, qu'elle soit bien propre. Et ça a été vraiment une grande partie de mon travail sur le mémoire, de pouvoir disposer de cette base pour pouvoir ensuite mettre en place un modèle prédictif de l'aléa, comme je vous l'ai montré à partir des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, donc selon l'RCP 4.5 et 8.5, pour permettre justement cette analyse de deux scénarios et qui est aussi celle recommandée par l'ORSA. Et je vous ai mis également aussi quels sont les apports pour les actuaires. Donc, moi, je voulais vraiment apporter une documentation sur le risque de submersion marine pour la communauté actuariale, parce qu'il faut savoir qu'en général, on peut trouver de la documentation sur les autres types d'inondations. Donc, il y a de très bons mémoires sur les flash floods, donc oui, crues de la Seine et autres types d'inondations, mais j'en avais trouvé aucun qui portait uniquement sur la submersion marine. Donc, pour faire ce mémoire, je me suis bien sûr appuyée de ce qui est fait par la recherche, parce que bien sûr, c'est un sujet très scientifique. Donc, j'ai trouvé des thèses. Il y a des thèses qui sont faites en submersion marine, mais il n'y avait encore rien qui ne traitait en tout cas exclusivement de la submersion marine. C'est possible, bien sûr, de retrouver des mémoires qui abordent le sujet, mais là, c'était vraiment mon objectif d'avoir une étude qui était dédiée à ce phénomène pour justement avoir un premier modèle qui, bien sûr, doit être amélioré pour éviter en fait d'avoir des modèles qu'on ne comprend pas et de pouvoir vraiment avoir la main dessus et de pouvoir le modifier comme on l'entend. Et ça, c'est vraiment important pour les équipes de risk management, pour justement l'implémentation de stress tests, pour l'analyse de scénarios. Donc maintenant, je voulais juste vous présenter les pistes pour aller plus loin. Donc, les principales limites à la qualité de prédiction. Donc, bien sûr, la première limite, c'est que la base qui est prise en compte, c'est bien sûr des arrêtés CatNat de type submersion marine, mais il peut exister une distorsion entre un arrêté et un réel événement. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Bien sûr, il peut y avoir des biais dans les projections. C'est, comme je vous le disais, des modèles qui sont open source. Donc, bien sûr, j'ai utilisé des modèles qui ont été validés, qui viennent qui ont été faits par des scientifiques, mais comme toujours, on peut toujours avoir des biais. Il peut aussi être difficile de les comparer au modèle CatNat. Certains d'entre vous disposent peut-être de modèles CatNat et après, bien sûr, quand on crée son propre modèle, c'est toujours difficile de pouvoir regarder, de pouvoir comparer les sorties. Et surtout aussi la qualité du géocodage. Donc, je vous disais que j'ai utilisé donc, des RCM. C'est des modèles en fait régionaux qui permettent de cartographier. En fait, il y a des modèles GCM qui eux en fait sont globaux, donc qui permettent de cartographier le monde sur certaines variables. Et après en fait, le modèle plus restreint, c'est le modèle régional. Et à partir de ce modèle régional, j'ai pu travailler. Comme je vous disais, c'était une maille de 12 km sur 12 km. Donc ça peut être aussi difficile de créer un modèle avec cette maille, et il pourrait être intéressant d'avoir une maille plus fine. Mais en tout cas, en open source, à ce jour, c'est la maille la plus fine qu'il est possible d'avoir. Donc, tous ces éléments, bien sûr, jouent sur la qualité de prédiction.
mais ça n'empêche que c'est un premier exercice et que c'est intéressant en fait de pouvoir comparer les scénarios et que là l'idée c'est de mettre en place un modèle plus complexe. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. Je travaille sur la topographie pour pouvoir en fait affiner mes cartes et éviter qu'il y ait une progression aussi importante dans les terres. Et je vais également, dans la suite de mes travaux, prendre en compte l'absorption des sols et je vais regarder s'il est possible aussi de prendre en compte des mesures de protection du littoral. Donc là, en fait, nous sommes vraiment face à des éléments pour affiner le modèle et on le complexifie, mais aussi pour le rendre pour le faire le plus se rapprocher de la réalité. Et ce qui serait vraiment très intéressant, c'est de pouvoir avoir un historique de sinistralité pour justement quantifier les pertes assurantielles, parce que pour l'instant, c'est un modèle d'aléa. Et pour aller plus loin, là, j'ai besoin d'un historique. Je vous remercie pour votre attention. J'ai vu qu'il y avait des questions. Je vais regarder ça. Alors, attendez. Je regarde juste. Alors, j'ai une question. La première, c'était que pour la période de validation, donc 2006 jusqu'à la période que je dis, donc 2020, quelles données climatiques avez-vous utilisées, sachant que les données Copernicus sur cette période sont des projections et comportent donc un biais. Des données de Météo France, comment réconciliez-vous les granularités différentes entre différents fournisseurs? Alors, je vais commencer donc par répondre sur la granularité parce que c'est la première chose que l'on voit. Donc, justement, il y a eu, comme je vous disais, faire la création de la base de données, ça a été un travail très important parce que justement, j'ai dû adapter mes données à la même maille. Donc, pour pouvoir les concaténer, bien sûr, je devais à chaque fois avoir la maille journalière et la maille cantonale. Donc, j'ai choisi en fait à chaque fois la maille la plus fine qu'il était possible d'avoir. Sur mes données, en fait, je pouvais aller au plus fin sur le canton. Donc, après, j'ai appliqué pour toute la base cette même maille et que j'ai réussi. Et c'est pour ça que ça m'a pris aussi un important temps de recherche de base de données parce que toutes mes sources de données devaient avoir en fait la même granularité et aussi traiter des mêmes phénomènes, donc bien avoir les RCP 4.5 et 8.5. Donc ça a été un important travail. Et pour justement les projections, en fait, il faut savoir que la base de validation, peut-être que je n'ai pas été assez claire, c'est que ce que je compare, en fait, c'est vraiment le résultat final. C'est de se dire, sur la base de validation, j'ai ma variable à expliquer. Donc, ça veut dire que ma variable à expliquer, c'est un arrêté CatNat de type submersion marine et que moi, je connais en fait le nombre d'arrêtés CatNat de type submersion marine qui a eu lieu sur la période 2006 à 2020. Donc là, en fait, je n'ai pas de biais dans le sens où c'est vraiment une comparaison pure et dure des résultats. Donc, c'est vraiment mettre à l'épreuve le modèle, donc la sortie du modèle, de se dire, voilà le modèle que j'ai utilisé, où bien sûr, c'est des projections. Donc là, en fait, je compare les projections faites par mon modèle avec la réalité connue. Donc, et c'est pour ça que ça s'appelle validation. Donc, je n'ai pas rajouté d'autres données. J'espère que j'ai été claire. Après, je vais revoir sur les autres messages, parce qu'il y a pas mal de questions. Donc, je continue. Quelle est la performance de votre modèle par rapport à un modèle naïf, par exemple un modèle dont la fréquence par canton est celle observée l'année précédente? Moi, je pense que la performance est différente dans le sens où juste un modèle naïf, on n'aura pas la même quantité de données. C'est-à-dire que si je prends juste les années précédentes, pour l'apprentissage, il va être très différent. Après, je pense que ça peut être intéressant aussi de le tester. Comme justement en ce moment, je suis en amélioration de mon modèle, je suis bien sûr preneuse de toutes vos idées, mais je pense que je vais pouvoir tester une comparaison, comme vous le dites, modèle naïf avec ce que j'ai fait.
Et je sais aussi qu'on m'a aussi potentiellement parlé de prendre des variables avec un décalage, de prendre justement un pas de temps différent sur certains cantons pour voir comment ça peut affecter le modèle. Donc, pourquoi pas, mais je pense quand même que personnellement, la performance est meilleure sur un modèle de machine learning qui peut apprendre aussi et qui rajoute les projections que juste un modèle naïf. Après, pourquoi le pic est plus élevé en 2030 sur 4.5 et 8.5? Alors là, c'est ce que je vous disais, c'est que par rapport à l'horizon de temps, le pic était plus élevé que pour je vais vous remettre juste la bonne slide, ça sera plus intéressant. Tac, tac, tac. Oui. Donc là, on voit que le pic est plus élevé, mais ici, c'est un pic plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on a c'est cumulé. C'est les régions qui sont cumulées. C'est aussi pour ça que je vous avais présenté par région. Et en fait, il faut savoir que en fonction des régions, il y a des régions qui ont des impacts plus importants. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut avoir un pic plus important sur la période 2030, justement du 4.5, parce que d'après les scénarios RCP, c'est le pic qui est obtenu justement en 2030. Et après, il faut attendre les mesures d'adaptation. Et ce qui est de surcroît augmenté par les scénarios RCP sur la période que j'utilise. Je vais juste vous remettre, désolée pour les animations, il y en avait beaucoup, je vais juste vous remettre les scénarios RCP, vous allez comprendre en fait pourquoi il n'y a pas tant de différence que ça quand on regarde en 2030. Voilà. C'est peut-être celle que je voulais. Donc, en fait, on se rend bien compte qu'il y a une inertie climatique. Déjà, jusqu'à 2020, les scénarios RCP ne sont pas différents. Enfin, on voit bien que jusqu'à 2020, c'est exactement les mêmes. Et 2030, comme on peut le voir, en 2030, en fait, le RCP 4.5 et 8.5, ils restent en fait confondus. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on peut avoir un impact du RCP 4.5 plus important. Et c'est plus on va dans le temps et plus il y a une dissociation des RCP. Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder un horizon de temps plus long. Mais en tout cas, 2050, même si sur la globalité, du fait aussi de mes autres variables explicatives qui, justement, en fonction des RCP, peuvent avoir des impacts plus importants, parce que là, nous sommes face donc, au forçage radiatif, mais si on prend en compte certaines ou avec une augmentation de l'eau, là, on voit que le RCP 8.5 se dégage. Mais sur certains, bien sûr, le 4.5 peut être plus important. Donc, j'espère que j'ai été précise sur ça. Pourquoi il peut arriver que le 4.5 soit plus élevé que le 8.5. D'ailleurs, j'ai aussi, ça tombe très bien parce que j'étais en train d'expliquer le 4.5, j'ai une note cette fois-ci pour dire que le pic sur le RCP 4.5, il faut se reporter au scénario en lui-même. Et on dit que c'est justement une transition ordonnée et rapide à partir de 2030 ou avec un effet visible à partir de 2030, donc un climat qui évolue comme le RCP, c'est ce que je vous disais, donc comme le RCP 8.5 au début, et se freine ensuite progressivement. Donc merci Thibaut, oui, ça complète aussi ce que je vous évoquais sur pourquoi il y avait des pics. Après, avez-vous envisagé des modèles statistiques permettant de déduire des intervalles de confiance? Alors non, je n'ai pas envisagé des modèles statistiques pour mettre en place des intervalles de confiance, car justement, comme il s'agit de projections déjà à 2050, je ne saurais pas, après je suis preneuse si certains ont des idées pour déduire un intervalle de confiance. Mais en tout cas, pour ma part, quand j'ai fait l'étude, je ne voyais pas en fait comment pouvoir déterminer cet intervalle de confiance dans un cas si spécifique du changement climatique à un horizon de temps aussi long. Comme vous le savez, c'est déjà compliqué de pouvoir prédire sur quelques années futures. Donc après, plus on projette loin, plus c'est compliqué. Donc pour l'instant, non. Et si vous avez des idées, bien sûr, je suis preneuse. Après, bonjour, quels outils avez-vous utilisés concernant le machine learning? Alors là, le machine learning, comme je vous disais, j'ai tout codé sous Python. Donc là, ça a été fait entièrement sous Python
Et je ne vous cache pas que ça a pris beaucoup de temps pour le chargement des bases de données, car elles ont été vraiment très, très volumineuses. Donc, j'ai de nombreuses soirées laissé tourner mon ordinateur pour pouvoir tester mes modèles. Donc, c'est aussi toute la difficulté de prendre des données open source sur nos machines qui sont bien sûr moins puissantes que ce qui est à la disposition, par exemple, de CCR, où ils ont beaucoup de cœur pour pouvoir faire tourner leur modèle. Donc là, pour l'instant, je fais preuve en général de patience pour faire tourner les modèles, mais sinon, tout se fait sous Python. Et si vous avez des questions précises sur les packages, sur comment faire la data visualisation sur les cartes, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ça. Question suivante. Tac, tac, tac. Avez-vous utilisé différents modèles climatiques pour les projections par scénario RCP? Alors là, pour les modèles climatiques, effectivement, il y a différents. Là, c'est pas moi qui les ai faits. Il faut savoir que j'ai utilisé donc des données open source avec des projections qui sont faites donc soit pour la pression atmosphérique et le vent par Copernicus, ou soit en fait par la base Extreme Sea Level d'un papier de recherche que vous pouvez retrouver aussi dans mon mémoire, j'avais mis tous les liens. Mais j'ai vérifié justement sur, par exemple, le papier de recherche avec les variables qui sont retenues sur tout ce qui est hydrodynamique. Donc, bien sûr, il y a eu des variables telles que la houle, la surcote et autres. Je sais que le papier de recherche que vous pouvez retrouver est très, très bien fait et il montre en fait justement les différents modèles qui sont utilisés pour cela. Mais ça, ce n'a pas été, enfin, ce n'était pas mon travail. J'ai eu ces projections. La complexité était de pouvoir traiter, bien sûr, toutes les données, la volumétrie, comme j'expliquais, des modèles. Mais ce n'est pas moi qui ai testé les différents modèles. Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire. Tac, 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 ça, c'était bon. Des données fournies par Météo France. Alors là, je viens de voir que j'ai eu une remarque alors je vous la lis, comme ça donne aussi du contexte à tout le monde. On me disait que lorsque je valide mon modèle sur 2006-2020, je vais comparer les prédictions de mon modèle avec la réalité. Donc les prédictions pour l'année 2007, si on prend un exemple, qui dépendent donc de ces variables climatiques. Prenons par exemple la vitesse du vent. Si elles proviennent de Copernicus, elles comportent un biais. Oui, je suis d'accord, car ce sont des données réelles de vitesse de vent. Il faudrait utiliser des données réelles, par exemple, fournies par Météo France pour valider. Je suis tout à fait d'accord, j'aurais adoré pouvoir avoir des vitesses, des données réelles telles que Météo France, mais comme je le disais, en fait, j'ai utilisé des données libres d'accès. Et les données Météo France, en fait, c'est possible d'en avoir, mais il faut payer. Et vous êtes en fait obligé de payer chaque point. Et après, si moi j'avais besoin d'aller jusqu'à 2005, enfin, si j'avais besoin de prendre 1990 jusqu'à 2006, je dois payer chaque année pour chaque point. Je tiens juste à préciser que sur Copernicus, j'ai bien les données réelles. Mais sinon, ça aurait été intéressant, bien sûr, d'avoir celles de Météo France qui sont plus précises que celles de Météo France, de Copernicus. Donc, les données Météo France sont plus précises que celles de Copernicus. Mais je ne les avais pas pour des raisons, justement, que les données Météo France sont payantes. Et bien sûr, moi, les données que j'ai utilisées, je n'ai pas que des projections. Hein. Et en fait, il faut savoir que c'est aussi pour ça que j'ai utilisé les bases que je vous ai présentées. C'est qu'à chaque fois, j'ai du réel en période historique et après, j'ai des projections avec RCP 4.5 et 8.5. À une maille, bien sûr, moins fine que ce qu'on peut retrouver avec Météo France. Alors, la librairie Python utilisée pour avoir la visualisation des cartes, notamment avec le curseur pour changer d'année. Alors là, vous allez sur Plotly. Vous pouvez regarder toute la documentation et c'est très, très bien expliqué. Et justement, après, c'est dans le code Python où j'ai rajouté, en fait, il y a l'option curseur. Donc, avec Plotly pour faire les cartes. Et j'ai tout pour le moment. J'ai répondu normalement à toutes vos questions et on est dans les temps. Donc, j'ai été ravie de vous présenter mon mémoire, je tiens à préciser.
Et je suis aussi preneuse de toute amélioration parce que, comme je vous le disais, je suis en train en ce moment même d'améliorer le modèle. Donc, si vous avez des idées à partager pour pouvoir le faire, je serais ravie de les prendre et d'échanger avec vous. Merci beaucoup.